République centrafricaine, République démocratique du Congo, Mali, Ouganda. Pourquoi les missions onusiennes sont-elles non grata sur le continent africain? Le pouvoir ougandais a demandé la fermeture du bureau du Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies, dont le dernier mandat renouvelé il y a 4 ans s'achève ce jeudi 9 février. De son côté, le Mali a expulsé le directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA, Guillaume Ngefa Atondoko Andali. La mission de l'ONU en République démocratique du Congo est quant à elle devenue très impopulaire, notamment dans l'est du pays, en proie à la violence et à l'insécurité. En RCA, la MINUSMA est vomie par la population et cela s'est accentué après l'attaque d'un avion centrafricain par un drone de la mission onusienne, la MINUSCA. Les exemples sont donc légion. Et bien que vous inspirent toutes ces missions des Nations Unies sur le continent africain, comprenez-vous le rejet de ces dernières par les populations et même par certains dirigeants comme c'est le cas au Mali? Voici autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde, bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle édition du Point sur l'actualité. C'est votre émission quotidienne qui vous permet de mieux cerner l'actualité, mais aussi les questions politiques et géopolitiques. Et bien sûr, vous nous suivez sur la 96.3 FM pour ceux qui sont à Douala et ses environs. Naturellement, la même radio, vous la trouvez sur Eutelsat, tout comme la télévision et bien sûr Facebook et YouTube. Accompagne nos internautes pendant que nombre d'entre vous ont téléchargé l'application de Foyou Média Africa sur Play Store et tout cela nous honore. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Nous parlons aujourd'hui des missions onusiennes qui sont de plus en plus vomies sur le continent africain et pour illustrer cela, nous avons pris des exemples de la RDC où la MONUSCO est tout simplement lynchée, si on peut le dire ainsi, par les populations, notamment à l'est du pays. En Ouganda, c'est le Haut Commissariat des droits de l'homme qui est prié également de plier bagages puisque son mandat est arrivé à terme ce jour. Et bien les autorités ougandaises estiment inutile, jugent inutile sa présence sur le territoire national. Le Mali, n'en parlons pas, les épisodes se suivent et ne se ressemblent pas. Et bien sûr, alors je crois qu'on a fait le tour, la RCA aussi, on en parlait avec la MINUSCA. Voilà donc quelques exemples qui vous permettront, pourquoi pas, de mieux comprendre notre sujet de ce soir. Mais pour mieux en débattre, deux invités et pas des moindres. Tout d'abord, le consultant permanent de cette émission, Jonathan Batengeni, est avec nous ce soir comme tous les soirs. Joe, bonsoir. Bonsoir Bachir Mohamaladan, bonsoir à tous les Africains qui nous regardent. Bachir, c'est le moment aussi de saluer cet engagement remarquable dont tu fais l'objet et qui a valu la reconnaissance aujourd'hui de la part de la présidente des BRICS. C'était émouvant de voir à quel point dans le monde, sur le toit du monde, tu étais reconnu comme un journaliste engagé, un journaliste qui apporte sa touche à la construction d'un monde multipolaire. C'est aussi ça l'histoire qui s'écrit, d'avoir été sur ton plateau consultant permanent. En tout cas, nous saluons la présidente Zelensova, donc Larissa Zelensova, qui suit d'ailleurs toutes nos émissions sur Foyou Média Africa. Et en ce moment même, certainement, elle est en train de suivre. Tout à fait. Bonsoir à tous les techniciens. Eux aussi vivent et ils écrivent l'histoire parce que c'est grâce à eux. L'histoire le retiendra, que tout se passe ici. Monsieur Nguidjo Olson, Monsieur Signé, Monsieur Marius, Monsieur Fokun, Monsieur Fokou, tous les employés de Foyou Média, la direction générale, les autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense qui abattent un travail d'orfèvre. Pas seulement au Cameroun, mais partout en Afrique.
les VDP au niveau du Burkina Faso, qui sont une composante qui apporte son soutien aux forces de sécurité et de défense. Nous leur rendons un vibrant hommage, nous leur disons vraiment beaucoup de courage, continuez dans cette lancée. L'Afrique vous sera reconnaissante. Nous sommes en train d'écrire notre histoire. Nous devons commettre des sacrifices utiles. Et si c'est le sacrifice de notre vie, ne soyons pas égoïstes. Pensons aux générations futures. Ce que nous apportons aujourd'hui va certainement permettre à ces générations de ne pas vivre le calvaire que nous avons vécu, de nous obliger parfois à nous exiler économiquement dans les pays étrangers. Nos enfants ne doivent pas connaître ça. Nos enfants doivent vivre la joie d'être africains sur le sol de l'Afrique, sur Kama, la terre de nos ancêtres. Merci Jonathan. Nous disons aussi merci pour la célérité des enquêtes concernant l'assassinat lâche et brutal de votre confrère Martinez Ogo. Il faut que les Africains le sachent. Oui, l'enquête est en train de connaître une avancée rapide. Il y a des interpellations tous les jours. Alors là, les interpellations même les plus inattendues, comme celles qu'on apprend ces dernières heures, nous disons aux forces de sécurité et de défense qui sont engagées là-dessus, surtout la commission mixte police-gendarmerie nationale du Cameroun, leur disons continuez dans ce sens. Nous attendons que lumière soit faite et que l'état de droit triomphe de cette situation. Merci à Jonathan Batengene. Et bien sûr, nous avons le second invité, pas des moindres, Jonathan Batengene. Il s'agit du ministre Seydou Traoré du Mali qui est avec nous ce soir. Monsieur le ministre, bonsoir. Alors, on n'a pas le retour de monsieur le ministre. Peut-être doit-il activer les écouteurs, voilà, sur... Alors, Marius, qu'est-ce qu'elle fait? D'accord, le temps de faire tout cela. Donc, Jonathan Batengene, je me retourne vers vous. Nous parlons une fois de plus de l'ONU, de ses nombreuses missions sur le continent africain. On a cité quelques cas qui font parler de ces derniers jours, notamment l'Ouganda. Il y a à peine quelques heures, on entendait les autorités dire qu'elles ne veulent plus du bureau des droits de l'homme des Nations Unies sur leur territoire, puisqu'ils estiment être déjà suffisamment matures. Et le mandat est donc terminé aujourd'hui. Et donc, renouvelable, le Mali, les épisodes vous en connaissiez peut-être certainement mieux que moi. La RCA, tout récemment dans une nouvelle brouille avec la MINUSCA qui a, en tout cas les enquêtes se poursuivent, dont l'un des drones a tiré sur l'avion de la République centrafricaine. Et la RDC de ce côté-là, on sait depuis des années que la MONUSCO est vomie complètement par la population. Alors tout cela nous fait nous interroger quand même sur le bien fondé de ces missions sur le territoire africain. Tout à fait. Les missions des Nations Unies. Et puis nos problèmes. Ça a été l'objet de concours à lyrique pendant plusieurs années. Et il fallait toujours disserter en thèse, antithèse. C'est-à-dire qu'on vous dit d'avoir en même temps la vie favorable et la vie défavorable. Et dans cet exercice, on apprend normalement l'étudiant en diplomatie à devenir un bon abruti parce qu'il pense que les situations pour défendre les intérêts de son pays, c'est que tu dois comprendre effectivement ce que l'autre fait et te dire que bon, comme il fait quand même pour ça, je peux aussi me plier. Alors que c'est un axe que tu prends, c'est une thèse que tu défends et puis tu t'arrêtes là. Tu dis mon pays, voici son intérêt, voilà ce que je défends. Donc, au fond, concernant ce sujet, les missions des Nations Unies sont aujourd'hui mises à nu pour tous les Africains. Donc on va dire d'abord félicitations et bravo à tous les panafricanistes de par le monde qui ont permis à ce que l'opinion africaine atteigne sa maturité en matière de compréhension de ce qu'on appelle les missions de maintien de la paix. Nous avons toujours présenté que depuis les années 1960, où le concept du maintien de la paix a été pensé par les puissances étrangères, et particulièrement dans les pays faibles, ces missions sont un pan de la domination de ces puissances-là. C'est-à-dire que ces missions, au lieu que d'apporter véritablement la paix, endogénéisent le chaos, entretiennent le chaos et légitiment
les discours victimaires sur ce territoire, qui sont également responsables des politiques humanitaires et d'une économie de l'humanitaire. Et cette économie de l'humanitaire a ses propres professionnels. C'est l'UNHCR, c'est le PNUD, c'est l'UNICEF, l'UNICEF dans une moindre mesure, c'est un ensemble d'acteurs, les ONG, qui vont venir et vont dire nous sommes en train d'apporter notre soutien aux populations en difficulté. Et dans ce concert des professionnels de l'humanitaire, il y en a qui font du renseignement pour le compte des puissances étrangères, celles mêmes qui ont créé le chaos. Et dans le cas de ce renseignement, il s'agit de déceler les nouvelles zones de fragilité, de vulnérabilité de ces pays-là, pour davantage appuyer dans l'abcès et faire pourrir la plaie. Donc les ONG qui vont faire du renseignement, l'UNHCR, certains fonctionnaires qui font du renseignement, vont dire non. On a même découvert qu'il y a encore un conflit ethnique qui est possible entre ces acteurs-là. Donc il faut amplifier la question ethnique. Et on va commencer à vous faire des rapports tendancieux où on vous dit que bon, dans la zone, parmi les réfugiés, il y a encore une ethnie qui estime qu'elle est lésée et qui entend défendre ses droits. Et ça crée encore un conflit dans le camp des réfugiés. Comme ça, ils s'entretuent encore. Alors les déplacés internes ou bien les réfugiés vont encore se déplacer du camp. Ils vont aller ailleurs. Maintenant, on aura une vision de la division qui est parfaite. Parce qu'ils vont se haïr non plus simplement parce qu'ils sont... ils vont se haïr non pas simplement parce qu'ils ont véritablement des éléments de divergence, mais parce qu'on a désormais mis dans leur tête qu'appartenir à une ethnie différente est un risque laisse peser sur vous un risque d'assassinat. Et de l'autre côté, on vous présente comme étant une potentielle victime de cette même vision en face. Donc vous devez vous séparer et ils sont maintenant sûrs que vous n'allez plus vous réconcilier, donc le pays est dans le chaos. Cette situation-là, quand vous prenez l'Est de la RDC, c'est effectivement ce qui se passe. On est en train de créer un ensemble, un pan de la population qu'on présente comme des victimes. C'est les Tutsis rwandais, les réfugiés Tutsis rwandais, les populations rwandaises Tutsis qui ont migré et sont venus s'installer à l'est de la RDC. On prend aussi ces minorités qui viennent d'Ouganda et on fait la même chose de ces personnes. On dit qu'au nom de désormais de leur tribu, c'est des populations qui sont menacées par les grands groupes qu'ils ont trouvés là-bas. Vous voyez un peu. Donc ils vont maintenant créer un autre problème dans le problème. Et ça, c'est le travail de ces organisations. Et pourtant, c'est des missions de la paix. Oui. Voilà, qui sont censés veiller sur les droits humains. Si le diable, je suis sûr que Bachir, si le diable apparaît dans ce monde, dans ses habits, moi je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, mais que je dis le diable parce que bon, peut-être les gens comprennent mieux quand on dit le diable. Donc quand on dit le diable, ça veut dire le mal. Si le mal apparaît dans ce monde avec le visage du mal, je suis sûr que tout le monde va fuir, personne ne va se rapprocher de lui, même celui qui dit être le plus méchant, il aura peur. Mais par contre, quand le diable prend des habits qui sont beaux, il prend un visage qui est attrayant, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes séduit, vous êtes curieux. Et puis il vous dit même que je suis le diable. Vous dites, ah, moi je ne crois pas que tu sois le diable. Le diable ne peut pas être aussi beau. Donc si on appelait cela mission de déstabilisation, les gens n'auraient même pas envie d'accueillir ces missions. On les appelle donc mission de la paix. Mais ça participe de la théorie du noble mensonge. C'est-à-dire qu'on encode quelque chose pour vous donner l'impression que c'est ça la réalité, alors que la réalité est tout autre. La réalité de ces missions, c'est que c'est des missions de déstabilisation, pas des missions de la paix. Des missions de déstabilisation sous le sceau de l'ONU. Et ces missions viennent avec un ensemble de missions officieuses. C'est-à-dire leurs objectifs officieux ne sont jamais déclarés nulle part. Il y a des individus porteurs de ces missions-là. Et c'est eux qui sont les hommes clés dans le dispositif. Regardez comment ça s'est passé au Mali. C'est ce monsieur qui part chercher cette dame, lui qui était le responsable de la mission. Il part chercher cette dame qui vient raconter des mensonges à la télé, en pleine Nations Unies. Vous voyez que ce n'est pas sérieux. Comment un responsable de la paix peut
entraîner la haine interethnique. En plus, il est africain. C'est-à-dire, quand j'ai vu ça, j'ai même vu son visage, je me suis demandé qu'est-ce qui l'a séduit. C'est la veste et les lunettes qu'on lui a donné. Qu'est-ce qui était autant attrayant pour lui de créer une guerre entre ses frères? Qu'est-ce qui lui semblait honorable dans cette histoire? Parce qu'à la fin, on peut même lui porter des critiques les plus dures. Il y a aussi un examen de conscience qu'il faut que ces acteurs-là le fassent. Qu'ils se regardent un peu dans le miroir. Ils ont vu combien d'Occidentaux, bon, c'est vrai, vont dire qu'ils ont vu Zelensky faire massacrer ses frères, c'est vrai, il y a les Blancs qui le font. Mais nous, en Afrique, c'est trop récurrent. C'est trop récurrent. Donc, vous avez ces gens-là qui viennent, ils ont des missions officieuses. Et ils remplissent ces missions officieuses de manière ample et correcte. Parce qu'ils réussissent à dresser les communautés entre elles. Et quand les communautés ne sont pas dressées, ils vont créer des problèmes politiques. Ils vont prendre une classe politique frustrée et ils vont en faire une classe excellente. Ils vont dire que ces individus-là sont lésés dans le pays, que c'est même, s'il y a même le désordre dans le pays, c'est parce que ceux-là, ils sont lésés. Vous vous souvenez, c'est comme ça que Ouattara a été placé comme étant le chef de l'opposition. Parce qu'on a commencé à dire que c'est même parce qu'il n'y a pas une vraie opposition à Gbagbo que tout ça se passe. Parce que si les nordistes avaient un porte-parole, vraiment c'est que les choses ne se passent pas ainsi. Comme ça que Ouattara est devenu le chef de cette affaire. Donc, les missions des Nations Unies, ce n'est pas des missions de la paix, c'est des missions de déstabilisation. C'est des missions impérialistes. C'est des missions au service de l'impérialisme occidental. Et quand l'Occident les multiplie dans le monde, c'est simplement que l'Occident sait que c'est à son avantage. Voilà donc la lecture de Jonathan Batengini, la première donc de cette soirée. Est-ce qu'on pourrait retrouver le ministre Traoré? Pas encore. Voilà, on y retournera tout à l'heure, le temps que tout cela se fasse. Des petits soucis de liaison avec le ministre Traoré du côté du Mali. Jonathan Batengini, nos États sont-ils obligés d'accepter la présence de ces missions sur leur sol? Effectivement, Bachir, tu poses la question. Pendant un temps, on a cru qu'on était obligé de les accepter. Parce qu'à l'époque, quand le président Laurent Koudou-Gbagbo, le grand panafricaniste, a accepté ces missions, c'était comme si c'était naturel. Mais c'était parce qu'on avait travaillé l'opinion. Et l'opinion nationale africaine, l'opinion africaine était comme domptée. Parce qu'on lui avait fait croire que effectivement, lorsque les Nations Unies viennent dans votre territoire, les Nations Unies viennent avec la paix. C'était ça, le message qu'on passait aux gens. Oui. Et la naïveté, ou du moins la méconnaissance de la réalité de ces missions, leur avait conféré une certaine légitimité. Mais c'était de la naïveté à l'époque. C'était de la naïveté des Africains. Donc lorsque les Africains ont compris le poteau rose, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement décidé désormais de traiter avec ces missions comme on traite avec des adversaires. Donc aujourd'hui, on assiste à un revirement de situation. Pendant longtemps, les missions des Nations Unies ont été acceptées. D'ailleurs, si vous refusiez une mission des Nations Unies, même les personnes de bonne foi en Afrique disaient: ah, ce monsieur-là, pourquoi il refuse l'ONU alors que l'ONU va protéger ses populations? Mais aujourd'hui, il y a un revirement de situation. Et là, c'est à dire, c'est pourquoi nous disons félicitations à tous les panafricanistes. Parce que c'est le combat panafricaniste, Bachir, qui permet aujourd'hui que les Africains prennent leur courage et défendent leur souveraineté face à ces missions de déstabilisation, ces missions d'impérialisme occidental. Qu'est-ce qu'ils font? Actuellement, les pays africains constatent qu'ils ne sont pas obligés de les recevoir et qu'ils ne sont pas obligés de perpétuer leur mandat. Donc, en conséquence, ils décident désormais d'expulser les hauts représentants de ces missions et de demander même l'arrêt de ces missions-là sur leur territoire. Ça,
c'est le fonctionnement normal de l'État. Et ça, c'est une nouveauté en Afrique. Donc, pendant longtemps, il y avait de la naïveté, mais aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Cette prise de conscience change le rapport à ces missions de déstabilisation. Prise de conscience, est-ce que ça peut expliquer quand même la position du gouvernement ougandais qui a estimé que la présence du Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme dans le pays était au départ dans un contexte où il y avait une certaine crise à l'intérieur du pays, et puis des années plus tard, 17 ans après quand même son ouverture, aujourd'hui les autorités estiment qu'elles sont suffisamment matures pour gérer les questions de paix dans le pays. Oui, le truc c'est que l'économie donne de l'humanitaire. On parlait de l'économie de l'humanitaire. Vous savez, quand des gens commencent à percevoir des gros salaires, quand on voit les grilles salariales aux Nations Unies, vraiment, il y a des fonctionnaires internationaux qui ne rêvent que de faire carrière dans le système des Nations Unies. Pourquoi? Parce que les grilles salariales sont alléchantes. Comme c'est l'impérialisme au plus haut niveau, oui. Les oligarques états-uniens, les oligarques occidentaux qui financent le système des Nations Unies mettent les moyens au service de ces organismes-là pour que ces organismes continuent à servir leurs intérêts. Et donc, quand on corrompt, c'est une sorte de corruption morale. Quand on corrompt moralement ces fonctionnaires avec des salaires mirobolants et astronomiques, on veut simplement qu'eux-mêmes défendent leur job. Et donc, quelle est la meilleure manière de défendre son job pour un responsable par exemple, des commissions de droits de l'homme? Mais c'est de toujours présenter un état chaotique des droits de l'homme dans ce pays, de demander un renforcement des personnels, de demander un renforcement de la mission, de toujours justifier sa pérennisation sur le territoire. Et comme ça arrange les autres, il donne encore plus de moyens. Vous voyez par exemple la mission de maintien de la paix qui est au Mali. Ils mettent $1 milliard dans la mission de maintien de la paix. Mais je ne pense pas que l'aide militaire qu'ils apportaient au Mali était d'$1 milliard. $1 milliard à une mission qui ne défend même pas 1 centimètre du territoire malien, qui fait plutôt du renseignement pour les terroristes, qui fait de la coordination pour les terroristes. Oui. Vous leur donnez $1 milliard. Donc le $1 milliard là, c'est inutile pour le Mali, mais c'est bénéfique pour les impérialistes. Donc, dans la pérennisation de leur boulot, ceux qui travaillent pour les impérialistes vont toujours dire nous on veut durer encore un peu plus parce qu'ils pensent comme c'est un job, il faut que je fasse carrière, que j'ai une retraite, donc on va cotiser ça, on va lui faire ses cotisations sociales. Et puis à un certain âge, il va aller à la retraite au niveau international, une retraite qui sera bien dorée, et il va pouvoir se payer des congés dans des zones. Et puis il y a le prestige qui va avec. Quand il y a des rencontres au sommet, quand le chef de l'État rencontre les personnalités, même ces responsables sont comptés comme étant les personnalités premier plan. Donc le rayonnement même de la profession. C'est pourquoi pour nous, on ne parle pas. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faille une réforme du Conseil de sécurité, une réforme des Nations Unies. Vous êtes pourquoi? Il faut fermer, il faut arrêter avec cette affaire. Et il faut même enlever cette affaire à l'ONU. Moi, pour ma part, ce ne sera même pas en Russie. On va ramener ça en Afrique. Et on va créer une organisation à partir de laquelle on va mieux défendre la souveraineté des pays. Et les fonctionnaires internationaux seront plus payés par un système international. Et leur argent ne viendra pas d'ailleurs. Ils seront payés par le pays pendant un certain temps. Ils prennent un contrat temporaire. Mais pour ça, il faut bien une volonté politique. Et là, on parle de ceux qui dirigent actuellement. Oui, c'est ce que nous sommes en train de faire. La volonté politique, c'est nous, actuellement. Mais vous n'allez pas dire qu'au Bachir... Nous sommes la volonté populaire, peut-être. Non. Oui, elle est populaire. Ouais, c'est ce qu'on veut. Vox populi, vox dei. Ouais. C'est ce que dit l'adage romain. Ouais. Donc, ça veut dire que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et donc, Dieu, c'est la politique. Dieu, c'est le pouvoir. Donc, si nous sommes la voix du peuple, non, nous sommes aussi... Mais pour en arriver là, il faut bien que... La volonté politique, en fait, Bachir, existe en Afrique, au niveau des peuples. Et là, je suis d'accord, au niveau des peuples. Et c'est ces peuples qui sont en train d'impulser. Tout est parti, tout ce qui s'est fait au Mali aujourd'hui, c'est parti d'où? C'est parti du peuple, c'est parti d'en dessous là. C'est nous qui avons porté les dynamiques. Les dynamiques qui sont de l'autre côté, qui sont au Burkina, elles sont parties du peuple. Donc aujourd'hui, c'est le peuple africain, le peuple panafricaniste qui porte cette volonté politique. Nous sommes l'Afrique de demain, nous sommes l'Afrique qui est en train de se reconstruire. Donc cette Afrique-là va aller vers ce système-là. Nous
ne voulons plus que les nations africaines continuent avec cette affaire des Nations Unies. Ça doit s'arrêter parce que la fin du système impérialiste occidental présage la fin de toutes les institutions qui garantissaient l'hégémonie de ce système-là. Donc, y compris les Nations Unies. On ne peut pas dire que les États-Unis vont tomber ou que l'Occident collectif va tomber et on continue de dire que l'OMC va exister, la Banque mondiale va exister, le FMI va exister, l'ONU va exister. Non, tout cet écheveau qui concourt à l'hégémonie occidentale va s'effondrer. Et le nouveau monde va naître avec ces nouvelles institutions. Et c'est ces nouvelles institutions qui auront leur nouveau logiciel dans lequel on va adresser les problèmes qu'on a connus avec l'ancien ordre. C'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons officialiser l'Occident collectif. C'est l'ancien ordre mondial. Ne répétons plus, chers panafricanistes, plus jamais l'expression nouvel ordre mondial. Nous sommes le nouvel ordre mondial, eux, ils sont l'ancien ordre mondial. Merci Jonathan Batengeni. On va retourner un peu vers le Mali pour voir si la liaison est parfaitement établie avec le ministre Seydou Traoré. Monsieur le ministre, bonsoir, vous nous recevez? Bonsoir, moi je vous reçois. Très bien, merci en tout cas d'être avec nous. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes Seydou Traoré, ancien ministre du Mali de 2002 à 2007, chevalier de l'Ordre national du Mali en 2009, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante toujours en 2009, ancien membre du comité exécutif de l'ADEMA, PASJ, dont le secrétariat politique, j'espère n'avoir rien oublié, monsieur le ministre. Voilà. Je crois qu'on se comprend déjà très bien. On arrive à s'écouter. Monsieur le ministre, nous parlons d'un sujet sur lequel vous avez très souvent écrit. J'ai lu certaines de vos chroniques dans ce sens-là. Vous parliez des différentes missions onusiennes. En tout cas, voilà. Le signal est reparti. Oui. Voilà. Donc... je suis là de nouveau. Oui. Très bien. Alors, comment est-ce que vous appréciez la présence de ces nombreuses missions onusiennes sur le continent africain? Franchement, je voudrais dire que l'ONU elle-même a été conçue en réalité pour gérer les intérêts des États-Unis et du bloc occidental de façon générale. Et le fait qu'au Conseil de sécurité des Nations Unies, sur les 5 pays qui ont le droit de veto, 3 sont de l'Occident et les 2 autres, la Russie et la Chine, en disent long. Et deuxièmement, l'ONU est une institution qui a été créée avec ses démembrements techniques, Banque mondiale, FMI, OMS, UNESCO et tout ce qui s'ensuit. Et en réalité, l'OTAN est le bras armé, des Nations Unies. Vous allez remarquer que les missions des Nations Unies ne sont quelque part que lorsque des conflits préparés, planifiés, sont éclatés. Et l'ensemble de ces conflits, si vous en faites une cartographie, suit également la présence de ressources minérales stratégiques dans le sous-sol ou bien des intérêts particuliers des pays de l'OTAN. Donc la présence des missions militaires des Nations Unies ne constitue qu'une sorte de compagnies militaires qui ont précédé qui ont fait la conquête coloniale. Aujourd'hui, comme il ne peut pas y avoir de conquête coloniale proprement dite, ces missions viennent soi-disant pour sécuriser et stabiliser. Dans le cas du Mali, stabiliser quoi? Stabiliser la scission de fait d'un pays avec l'opération Serval et avec le temps, comme au Soudan, pendant 15 ans, arriver à une séparation territoriale, économique, et psychologique et psychique entre les populations. Et les missions des Nations Unies sont budgétivores. Il y a près de 13 000 à 14 000 hommes de la MINUSMA aujourd'hui au Mali. Pour faire quoi? Franchement, rien. Et les militaires sont présents ici dans presque tous les secteurs économiques. Ils investissent au Mali, ils investissent chez eux,
et ils n'ont pas intérêt en réalité à ce que les missions prennent fin. Je ne connais pas, de mon point de vue, dans le monde et particulièrement en Afrique, quelque part où les Nations Unies ont résolu un problème. Ne me parlez pas du cas du Soudan, où il y a aujourd'hui le Soudan et le Soudan du Sud, mais c'est complètement catastrophique et c'est par rapport justement à l'appropriation des ressources au niveau de ce pays. Au Mali, c'est exactement la même chose. Tout ce que nous demandons, nous, au Mali, à nos parents Touaregs, particulièrement de Kidal, c'est de se raviser, parce qu'ils sont une jeune génération, en fait, qui ne connaissent pas ou qui veulent ignorer l'histoire du monde, la géopolitique mondiale. Et il faut qu'ils reviennent à la raison et savoir que tout ce qui est en branle aujourd'hui au Mali, c'est pour le diviser en deux. Et il ne faut pas qu'ils s'illusionnent. Lorsque le pays sera divisé, ce qu'ils appellent l'Azawad ne leur appartiendra jamais. Comme pendant 60 ans, l'Afrique n'a jamais appartenu aux Africains. Donc les missions des Nations Unies sont budgétivores. Les missions des Nations Unies sont destructrices de l'économie locale en réalité. Et les missions des Nations Unies sont destructrices de tout ce qui est culturel et socio-économique. À mon avis, c'est à l'Union africaine aujourd'hui de prendre ses responsabilités et de dire stop. Malheureusement, à la tête de l'Union africaine, il y a le président Macky Sall qui est plus préoccupé par un troisième mandat illégitime et illégal que la cause de l'Afrique. Malheureusement, au niveau de l'Union africaine, 70% du budget c'est financé justement par l'extérieur. Et l'Union africaine elle-même ne voit une autonomie financière qu'en 2030, ce qui est absolument une honte par rapport à un continent aussi riche que l'Afrique. Aujourd'hui, les populations à travers le monde, et particulièrement le Mali, en ont assez de la mission des Nations Unies et de la MINUSMA. Elle est là tout juste en réalité pour accumuler un certain nombre d'informations et, comment on dit ça, pour faire du boucan, donner des preuves fausses pour attaquer le Mali ou pour s'approprier des ressources du Mali. Nous avons vu le cas pour l'Irak. Cette jeune femme qui pleurnichait parce que Saddam Hussein était en train de massacrer des bébés ou en Libye. Et le cas du Mali récemment, où on prend une pauvre dame pour aller aux Nations Unies, parler au nom de la société civile malienne et dire ce que la mission des Nations Unies voudrait bien entendre. Aujourd'hui, comme il y a des autorités très responsables au Mali et des renseignements très compétents, il s'est avéré qu'une première personne a refusé l'offre. Et c'est elle la seconde personne qui a accepté cette offre-là. Je dis que c'est des manies de bas étage, des manies de caniveau, pour ainsi dire. Et tout ça pourquoi? Parce que les États-Unis sont dans une guerre atavique, je dis bien atavique, contre la Russie. L'Union soviétique dans le temps, aujourd'hui la Fédération de Russie, tout juste pour être le gendarme du monde. L'Europe complètement vassalisée se rend compte aujourd'hui en fait qu'elle n'a plus les ressources pour son développement. Donc automatiquement, même la France qui avait quitté l'OTAN rejoint l'OTAN aujourd'hui dans ce combat contre la Fédération de Russie par rapport à l'Afrique. Et ce qui est insultant, et absolument insultant, le Sénat des États-Unis, en avril passé, en avril 2022, qui adopte une loi pour s'approprier les ressources énergétiques stratégiques de l'Afrique et considérer comme punissable tout individu, tout groupe d'individus, toute communauté et tout pays qui permet l'accès de la Russie à ces ressources-là. Et que dit Macky Sall? Rien du tout. Il se balade entre le Mali, le Burkina et la Guinée pour faire taire les voix des populations, pour faire taire ce panafricanisme naissant.
Moi, je dis que c'est malheureux. Senghor a tué la Fédération du Mali. Senghor a éteint sur le boiseau Cheikh Anta Diop, le chantre du panafricanisme. De grâce Macky Sall, laisser l'esprit panafricain renouveau continuer son chemin. Personne, mais alors personne ne pourra l'arrêter. Occupez-vous de votre troisième mandat si les Sénégalais vous l'autorisent. Sinon, pour ce qui concerne le continent africain, les peuples décideront d'eux-mêmes. Pour en revenir à l'aménagement est en intelligence étroite avec l'OTAN et les forces armées américaines. Tout ça pour la stratégie de domination de l'OTAN afin que l'ordre mondial existant demeure. Et cela ne peut plus. Il est important aujourd'hui que les chefs d'État africains le comprennent. Doumbia de la Guinée, Assimi du Mali, Ibrahim Traoré et du Burkina Faso et Touadéra de la République centrafricaine, aujourd'hui ont intérêt à jeter les fondements au minima d'une fédération. Même pour les États-Unis, l'ensemble des États ne sont pas allés d'un coup. Il y a 10 États qui se sont mis ensemble, les autres ont suivi. Tout à fait. Aujourd'hui, il faut que ces pays sortent de leurs réserves, cassent les codes diplomatiques, expurgent des relations internationales, tous les engagements qui les entravent et se mettent ensemble pour un État fédéral au minima. Je dis bien au minima, dans la diplomatie, dans la gestion des ressources minières et dans la défense. Et je vous assure, les autres vont suivre et l'aménagement va dégager. Personne, mais alors aujourd'hui, personne ne veut de l'aménagement au Mali, sauf des actions, j'allais dire, de mendicité organisée qu'elle est en train de faire à travers des dons. Et cela n'est pas honorable pour l'aménagement et ce n'est pas honorable pour les entités qui sont là, que de par leur culture, préfèrent rester debout que de mendier. Vous l'avez dit. Bachir, oui, oui. Je suis toujours avec vous, monsieur le ministre. Vous l'avez dit, personne ne veut de la MINUSMA au Mali. On pourrait dire également, personne ne veut de la MONUSCO en RDC, personne ne veut de la MINUSCA en République centrafricaine. Mais est-ce que nos populations comprennent quand même que toutes ces missions ne peuvent pas intervenir, j'allais dire, directement face aux rébellions, face aux terroristes, comme elles l'auraient souhaité? Et dans ce cas, que font-elles là? Mais elles n'ont pas été envoyées pour s'occuper en réalité de la lutte contre le djihadisme ou le terrorisme. Elles sont envoyées dans le cas du Mali, comme surtout en RD Congo, pour stabiliser une situation de conflit entre les belligérants et profiter et créer les conditions dans cette stabilisation d'exploitation frauduleuse des ressources. C'est tout. Maintenant, dans cette mission, comme la MINUSMA et les autres missions des Nations Unies ont une manne financière extraordinaire, elles distribuent de l'argent à droite et à gauche pour s'acheter des sympathies. C'est ça que je trouve révoltant et insultant pour nos pays. Eux-mêmes, comment est-ce que 12 000 à 14 000 militaires provenant de presque tous les pays du monde sont incapables d'arrêter un seul terroriste depuis près d'une décennie, sont incapables d'aller au front si ce n'est la France, en son temps quand Barkhane était là, qui assurait leur protection. Aujourd'hui, le Mali a dit non. Le pays ne peut plus être géré par la France au niveau de sa défense et de sa sécurité. Parce que les avions maliens demandaient l'autorisation de survol quand l'armée malienne était attaquée. Dire non à cela, se réapproprier la défense de son territoire
sa sécurité. Est-ce un mal? Peut-être bien du point de vue de l'OTAN. Mais les Maliens aujourd'hui le comprennent que ce n'est pas un mal. Et la MINUSMA, elle-même, elle le sait, ce n'est pas un mal. Tout ce que l'armée malienne a demandé, les autorités de la transition ont demandé à la MINUSMA, à l'avenir, tout sera fait sous l'autorité de la transition malienne et particulièrement des forces armées de défense et de sécurité. Et voilà que Barkhane s'en va parce que Barkhane n'est pas d'accord. Voilà que l'Allemagne veut s'en aller parce que l'Allemagne n'est pas d'accord. Voilà qu'on appelle une citoyenne lambda pour aller dénigrer les FAMA aux Nations Unies. Voilà que l'ensemble de la presse française, contrôlée à 95% par 9 milliardaires, je le répète, la presse française aujourd'hui est contrôlée à 95% par 9 milliardaires du CAC 40, donc de la finance internationale. Comment cette presse peut dire la vérité? Parce que cette presse, aujourd'hui, est au service de l'OTAN dans sa conquête pour des ressources stratégiques pour l'Europe. Vous voyez, Bachir, il y a un certain nombre de choses qu'on a tendance à négliger. L'Europe aujourd'hui est énergétivore. Prenez seulement les courses de Formule 1, les motos GP. C'est combien de litres de carburant? C'est combien de technologies? C'est combien de pneus provenant des caoutchoucs, de l'EVA et autres? Mais l'Europe n'a pas ça, l'Europe n'a plus ça. Et il faut que l'Europe maintienne son niveau de vie, son confort, sinon l'améliorer. Et ça ne peut se faire qu'avec les ressources africaines. Aujourd'hui, les jeunes l'ont compris. Nous avons été soumis. J'ai été ministre pendant 5 ans. Nous avons suivi la France-Afrique d'une façon ou d'une autre, chacun à son niveau. Mais l'histoire jugera chacun d'entre nous individuellement. Mais un Hachimi, il n'a rien à voir avec ça. En mai 2021, il dit stop. Et il a visé directement l'accord néocolonial de défense. Doumbia, Ibrahim Traoré, en République centrafricaine, c'est exactement la même chose. Donc il y a une dynamique aujourd'hui de jeunes Africains qui disent nous sommes un continent riche, nous avons été suffisamment exploités, nous avons compris la géopolitique et la géostratégie de façon globale, ne venez plus nous enfumer. Nos intérêts, c'est avec vous, c'est avec d'autres. Si vous voulez rester, ça va être aux conditions des intérêts supérieurs de nos peuples. Comme le dit le président Hachimi, ça va être dans le respect de notre souveraineté et de notre dignité, et ça va être en toute indépendance. Très bien. Si la MINUSMA, monsieur le ministre... Là, dans le monde actuel, pour des pays dits démocratiques, cela ne doit pas poser problème. Et voilà que justement, c'est là le problème, Bachir. Très bien. Alors, si la MINUSMA, comme vous l'avez dit, n'est pas la solution aujourd'hui pour le Mali, et que, naturellement, la MONUSCO ne serait pas la solution pour la RDC, la MINUSCA encore moins pour la RCA, quelle est donc la solution pour les pays africains? Faut-il dissoudre l'ONU complètement, comme le pensait d'ailleurs votre copanéliste Jonathan ici avec moi, ou alors repenser cette ONU et la réformer? Moi, ma solution est d'aller par étapes et faire ce qu'on peut faire sans les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire sans les autres? Faire dégager les missions des Nations Unies. D'ailleurs, le peuple malien n'a pas compris pourquoi le Mali a renouvelé le mandat de la MINUSMA. Et les autorités de la transition étaient sur un nuage pour le peuple malien. Il n'y a pas eu de sortie et de condamnation par rapport à cela. Mais ce qu'on peut faire dans un premier temps, dégager
les missions militaires de l'ONU parce qu'elles ne servent à rien. Deuxièmement, ces pays qu'on veut isoler, qu'on veut diaboliser, il faudrait que les présidents n'arrêtent pas de se parler au téléphone. N'arrêtent pas de se parler au téléphone et trouvent un minimum d'accord entre eux par rapport au secteur stratégique de la défense, de la diplomatie et de la gestion des ressources minières. Ensuite, faire pression au niveau de l'Union africaine pour que le problème soit pris à bras le corps par l'Union africaine, et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourrait viser les Nations Unies. Parce que les Nations Unies, c'est tellement bien structuré depuis 1945 qu'il est quasi impossible d'enlever un grain de sable à l'édifice. Regardez le Mali qui a documenté une plainte contre la France pour soutien au terrorisme auprès des Nations Unies, et particulièrement au niveau du Conseil de sécurité. Cette plainte n'est pas examinée. Et qu'est-ce qu'on voit? Une série de réunions thématiques sur le Mali pour X, Y ou autre chose. Où est dans ça, et j'allais dire le sérieux, sinon l'hypocrisie des relations internationales? Aujourd'hui, le problème auquel fait face le Sahel de façon générale, c'est le terrorisme. Des Maliens, des Sahéliens sont tués, les récoltes brûlées, les maisons brûlées. On pointe du doigt le responsable et personne ne veut regarder de ce côté-là, on regarde ailleurs. Comment voulez-vous que la MINUSMA résolve ce problème-là si la MINUSMA ne porte pas le dossier de la plainte du Mali contre la France? Elle ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que ce phénomène terroriste prend sa source dans la guerre froide. En 1979, c'est la CIA qui a formé les talibans pour combattre l'Union soviétique au nom de la religion. Parce que l'Union soviétique serait une république mécréante. Près de 100 000 jeunes musulmans ont été formés de 45 pays différents, financés par les États-Unis. Quand l'Union soviétique a été battue, ces différents jeunes musulmans se sont répandus à travers le monde avec l'appui de l'Arabie saoudite pour donner lieu à ce que l'on connaît aujourd'hui. On ne peut pas faire le procès du terrorisme objectivement, historiquement, sans pointer du doigt les États-Unis. Et si la France utilise cette stratégie que les États-Unis eux-mêmes ont utilisée ailleurs, tantôt ils sont avec des terroristes et des djihadistes pour combattre un camp, tantôt ils les combattent de l'autre côté, mais c'est exactement ce que la France a fait au Mali. La rébellion de 2012, pour qu'elle soit un succès, ce n'est pas le MNLA qui l'a fait. C'est le MNLA en intelligence structurelle et coordonnée avec les terroristes qui ont attaqué le Mali. Et les djihadistes ont eu le dessus sur le MNLA. On peut dire que la France est venue en dernier recours pour sauver le MNLA. Donc vous voyez cette duplicité. Elle n'est pas propre au système des Nations Unies, parce que ce sont les différents pays qui utilisent cette stratégie qui sont aux Nations Unies. Et il va être difficile de pointer le phénomène du terrorisme aux Nations Unies sans que les États-Unis, sans que la France et d'autres pays s'y opposent. Et regardez l'accord que les États-Unis ont signé avec les talibans en Afghanistan. Un accord structurel signé et présenté aux Nations Unies. Ça veut dire quelque part qu'ils les trouvent fréquentables.
comme la France, trouvent fréquentable des djihadistes au Mali par rapport à leur objectif majeur qui est de s'implanter au nord du Mali. Donc, en résumé, pour moi, aujourd'hui, les pays africains, particulièrement ceux qui sont en avance par rapport à cette problématique, doivent maintenir des contacts entre eux. Le téléphone doit chauffer permanemment entre ces différents présidents. Doumbia, Hachimi, Ibrahim et Touadéra en République centrafricaine. Très bien. Les ministres des Affaires étrangères, les ministres de la Défense, les ministres en charge des mines doivent être mis au boulot pour trouver un minimum, un format minimum de mutualisation des efforts. À ce moment-là, les autres pays africains vont devoir suivre. Et Macky Sall, qu'on le laisse à ses problèmes de troisième mandat, et il verra avec la jeunesse sénégalaise ce qu'il va voir. Participation, on va donner la parole à un ou deux de nos téléspectateurs. C'est un peu le principe de l'émission. J'avais bien voulu que nous laissions le ministre s'exprimer comme il se doit. C'est la première fois qu'on le reçoive sur les antennes de Foyer Média Africa. Eh bien, Lamine Diop est au bout du fil depuis Genève en Suisse. Lamine, bonsoir cher ami, vous avez la parole. On va y aller un peu rapidement. Bonsoir mon cher Bachir, bonsoir à tous. Je reste dans les sièges des propos qui ont été dits sur la thématique. Disons que mon cher Bachir, comment je juge globalement ces véritables persona non grata affichées à l'égard des missions onusiennes par les peuples africains, voire même certains États centraux, comme Bamako par exemple. Je dirais positivement, mon cher Bachir. Vous savez, avant l'envoi des missions onusiennes, c'est toujours les mêmes membres influents de l'ONU qui mettent le feu ou très habilement apportent la mèche à l'effondrement des nations africaines. Bon, personne d'entre nous n'avait tout à fait échappé à l'idée selon laquelle l'ONU est un des leviers de contrôle de l'Occident pour maintenir sa domination et son esclavagisme sur les nations africaines. Il ne vous échappe pas d'ailleurs, mes chers, que pour mieux comprendre la réalité des missions onusiennes, il faudra tout de même relever l'axe de la stratégie géopolitique occidentale à propos de l'Afrique noire. C'est bien clair et c'est bien connu. L'Afrique noire est techniquement bloquée à l'arrêt par un système auto-organisé occidental, c'est-à-dire un système qui se connaît en profondeur. Effectivement, une Afrique noire a été tout simplement appréhendée et mise en esclavage subtilement. Ainsi, toute défiance ou révolution d'ordre patriote ou panafricain en Afrique noire contre cela est traitée sur trois volets par les Occidentaux. Premièrement, ils détruisent physiquement, dans la mesure du possible, les leaders de cette défiance. Deuxièmement, si la destruction des leaders africains n'est pas possible dans les circonstances du moment, ils font usage de roublardise et de ruse en proposant des plans de relance économique et financier à la farfelue, révisiter, je dirais bien, révisiter avec des nouveaux noms ou encore slogans comme le sommet de Paris à Montpellier, je ne sais plus quoi d'autre. Troisièmement, si les deux stratégies ne marchent pas, pardon, eh ben, on y est, Bachir, on y est. C'est notre thème. Entre autres, ils nourrissent des poudrières quelque part en Afrique, en amont. Ensuite, ils apportent la mèche à travers leurs traîtres locaux, puis il ne faudra qu'une petite étincelle pour que ça explose. Et cyniquement, ils votent secrètement l'envoi des missions de maintien de la paix. C'est bien connu. Voyez-vous, Bachir, pourquoi je trouve nécessaire, j'ai trouvé nécessaire de relever cette stratégie géopolitique occidentale pour tout simplement dire que l'ONU, c'est un organe de déstabilisation à l'égard de l'Afrique noire, afin de pouvoir maintenir l'Afrique en esclavage, ni plus ni moins. Mais au bout du compte, je suis suffoqué de... l'idée dans certains pays d'Afrique dans certains états-majors comme la RDC continuent à accepter ces missions onusiennes, mais je ne suis pas du tout étonné du rejet global par le bas peuple africain des missions onusiennes, parce que ces missions de maintien de la paix de l'ONU ont quand même prouvé leur inutilité et impuissance face à un nombre record de missions en Afrique sans succès. Autrement dit, ces missions sont une... Alors, compte tenu du temps, on va aller rapidement. Prenons deux autres appels avant de revenir vers le plateau. Mohamed nous appelle de Londres. Mohamed, bonsoir.
Bonsoir, Bachir. Salam alaikum. Alaikum salam, merci d'être avec nous, cher Mohamed, on vous écoute. Bonsoir à l'oncle Joe. Ouais, bonsoir. Bonsoir, Bachir. Bonsoir, salam alaikum. Bonsoir à oncle Joe, Batangene, l'infatigable. Je salue le ministre. Je salue tous les. Je suis vraiment content de l'entendre. Et puis, je partage à un peu d'exception près, je partage tout ce que le ministre est en train de dire. Mais toutes ces missions de l'ONU, et vraiment, moi, quand je nous regarde sur le continent africain, on dirait que vraiment c'est la paresse qui est en train de nous maintenir dans cet état-là, ou bien le manque de volonté. Parce que, franchement, l'ONU n'a jamais démontré sur notre continent, par le passé, un bienfait ou bien un résultat positif à propos de ces missions. Et à travers le monde aussi, on a les revers, on a les méfaits, on a les mauvais résultats, bien les mauvaises conséquences du passage de l'ONU ou bien de ces démembrements dans ces pays. Maintenant, tout le problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est un problème générationnel, c'est un problème de conflit de génération. Comme je l'ai dit la fois passée, la génération qui a suivi celle des indépendances, c'est une génération de traîtres. J'estime ce que je suis en train de dire. C'est eux qui nous ont mis dans ce pétrin-là. Vous comprenez? C'est une génération que nous-mêmes nous serons chargés un jour de juger en Afrique. Parce que c'est eux qui nous ont mis dans cette corde-là. À cause de leur égoïsme. À cause de leur larbinisme, de leur traîtrise. Et la France les aide à nous maintenir avec la force, en nous tuant, en nous matraquant, en nous exécutant. Ils sont de connivence et ils ont maintenu la population dans cet état. Mais regardez le voyou là, le voyou qui est le voyou de la Commission des droits de l'homme là, le Congolais là. Regardez ce qu'il a fait contre le Mali. Et vous pensez que celui-là, si moi j'étais le président malien, vous pensez qu'il serait encore là et on est en train de discuter de le maintenir ou quoi? On devait déjà le fesser au moins 200 coups. Il faut le prendre et le fesser au moins 200 coups. Très bien, Mohamed. Compte tenu du temps, je vais reprendre la parole et prendre les deux derniers appelants. Je vois Sakponou, je vois Abou. Alors, on commence par qui? Abou d'Angleterre, 1 minute. Abou, bonsoir. En 1 minute, s'il vous plaît. Abou, depuis l'Angleterre, je suis tellement content de te revoir ce soir. Et je confirme, Bachir, vous êtes le meilleur journaliste du monde. Je salue tous vos invités d'honneur, en particulier le lion Batagede, brillantissime, les techniciens, Marius et tous les appelants. Une fois que j'ai dit cela, en ce qui concerne la problématique d'aujourd'hui, l'ONU est personnellement non grata partout en Afrique parce que, justement, les Africains ont interrogé le bilan de l'ONU depuis qu'elle existe en Afrique. Et quand on interroge le bilan de l'ONU, nous voyons que l'ONU, nulle part en Afrique, a été utile. Elle n'a jamais été utile. Au contraire, elle a été néfaste pour l'Afrique en tout lieu où l'ONU a exercé. Et pour cela, l'ivoirien que je suis, il n'y a pas longtemps, on a vu encore des l'ONU, le encore, en dépit de tout ça, l'ONU a été pour qu'on fasse un embargo sur la Côte d'Ivoire, embargo sur les médicaments. Ça fait que tous les malades ivoiriens qui, eux, avaient besoin de leur médication pour continuer à vivre, sont morts dans cette période-là. Tout simplement parce que l'ONU a fait l'embargo sur les médicaments.
On a vu l'ONU, à l'issue d'une élection, aller bombarder le palais présidentiel plutôt que de compter les voix. On a vu l'ONU qui, quand la France a tué des civils au menu, l'ONU qui a pris part pour la France. Donc, tout ce que nous voyons partout, depuis que l'ONU en Afrique, depuis le Congo, depuis la Côte d'Ivoire, le Soudan, partout où l'ONU a intervenu, c'est toujours pour le malheur des Africains, même pour le bénéfice de la France, et en l'occurrence les Occidentaux. Vous comprenez? Donc, nous disons que cet outil-là, cette organisation a été faite contre les Africains, pas pour les Africains. Donc, la solution, c'est quoi? La solution, c'est que nous, les Africains, nous devons sortir de l'ONU et créer une autre entité, créer une autre ONU qui sont en train de prendre leur indépendance vis-à-vis de la France. C'est-à-dire qu'avec le Mali, la Guinée, le Centrafrique, tout comme on appelle ça même, l'Algérie et la Chine, tous ces pays non alignés. Parce que rappelons-nous, de façon divine, nous sommes toujours dans la dimension de la dualité. Il n'y a jamais le soleil sans la lune. Il n'y a jamais le jour sans la nuit. Il n'y a jamais le mensonge sans la vérité. Donc, on voit un monde parallèle à ce monde de mensonges que moi j'ai appelé l'as du mal. Nous devons créer un as du bien. Voilà, avec la Russie à la tête. C'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye from now. Bye bye, bye bye. Angleterre, dernier appelant Jean Sarponou. Certainement en 1 minute ou 2, on finira. Jean, bonsoir. Bonjour Jonathan, bonjour Seydou, bonjour aux techniciens, bonjour à tous ceux qui écoutent For You Media. Parce que comme nous le disons souvent, nous sommes en guerre. Effectivement, l'ONU doit partir de l'Afrique, complètement de l'Afrique. Et comment? Parce que la question était posée tout à l'heure à l'ex-ministre Seydou, et il n'a pas répondu. Il a répondu, mais d'une façon un peu élargie. Et nous disons maintenant même. Seydou, il faut commencer par réfléchir. Que maintenant, l'ONU, avec des institutions en Afrique, doivent disparaître. Parce que l'ONU n'est pas une organisation qui gouverne les pays africains. Mais l'ex-ministre l'a bien dit, et il a éclairé parce qu'il est rentré dans le système, il comprend bien comment ça. Mais moi, je donne la solution. Bon, je fais apport de solution pour la disparition de l'ONU. Comment, Bachi? Il faudrait que chaque pays africain réclame et exerce sa souveraineté totale. C'est tout. Du moment où vous commencez à réclamer et faire exécuter votre souveraineté, mais qu'est-ce qu'il y a l'ONU? Vous dites non, comme le cas du Mali actuellement. Vous voyez, Mali vient de loin. Et pourtant, il a rattrapé. L'ONU doit partir du Mali. De la même manière, l'ONU doit partir de la RCA et des autres pays. Parce que si vous voulez effectivement afficher votre souveraineté, sentir comme un fils du pays pour diriger votre pays, parce que vous avez la connaissance de diriger aussi votre pays, comme les autres pays, vous n'avez pas le droit d'accepter l'intervention d'autrui, qui est l'ONU. L'ONU est une organisation criminelle, nous le disons depuis longtemps, criminelle, satanique, démoniaque. Les lucifériens qui se sont retrouvés. Et c'est la France qui est à la base de tout cela. Et c'est la France qui prend la tête des organisations et plutôt de ces institutions-là en Afrique. Parce que nous sommes en guerre, on ne va pas tout dire que chaque pays affiche sa souveraineté totale en demandant aux ambassadeurs, aux autres institutions internationales d'être sous les ordres des autorités du pays. Que Dieu bénisse. Sarponou, un grand merci au ministre Seydou Traoré, à notre consultant permanent Jonathan Batenguini. Et quant aux autres, on se retrouvera demain pour la dernière de la semaine, Inch'Allah. Bonne suite des programmes sur les antennes de For You Media.